On va poursuivre notre discussion avec Daniel Breton, qui est le président directeur général de Mobilité électrique Canada. Bonsoir, Daniel Breton. Bonsoir. Est-ce que ça vous inquiète de voir cette situation chez Hydro-Québec qui semble un peu surprise par la demande? En fait, moi, je suis surpris qu'on dise qu'Hydro-Québec est surpris parce qu'on parle avec Hydro-Québec de façon régulière, presque à tous les mois. Et il y a un travail de planification qui se fait pas juste au Québec, mais à travers le Canada, parce que notre organisation est pan-canadienne. On a sorti un rapport au mois de novembre sur l'augmentation de la demande d'électricité en fonction de l'augmentation du nombre de véhicules électriques. Et ce qu'on constate, c'est que l'augmentation de la demande d'électricité va être beaucoup moins problématique, je dirais, avec les véhicules électriques qu'avec l'augmentation du PIB, l'augmentation de la demande industrielle, l'augmentation de la demande commerciale, que l'augmentation des véhicules électriques, comme votre collègue l'a très bien dit, parce que la flotte de véhicules électriques, la demande d'électricité peut être facilement déplacée, alors que pour des résidences ou des industries, ça peut être très difficile. Oui. Mais la demande, par exemple, les gens qui chargent leur batterie entre 18 et 20 heures, beaucoup le font en arrivant à la maison parce que les bornes sont beaucoup plus faciles d'accès à ce moment-là. Est-ce qu'on est capable de déplacer cette demande-là? Absolument. Et non seulement ça, mais le gouvernement du Québec a annoncé en septembre 2023 sa stratégie d'électrification des transports au niveau de la recharge. Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est qu'à partir de maintenant, les bornes de recharge qui vont avoir droit à des subventions vont être des bornes connectées ou des bornes intelligentes. Oui. Pour faire en sorte que Hydro-Québec va être capable de contrôler à distance la demande d'électricité pour amener la demande d'électricité hors pointe. On est où sur cette technologie-là, d'ailleurs, sur les bornes intelligentes? Ça fait déjà quelques années que c'est sur le marché. Il n'y a pas d'enjeu. Je ne parle pas encore de bornes bidirectionnelles pour faire en sorte d'amener l'électricité du véhicule vers le réseau, mais la borne connectée intelligente, ça, c'est déjà au point. Pour vous donner une idée, au Canada, 91 des Canadiens parcourent 35 km au moins par jour pour aller au travail. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut dire qu'après une demi-heure à 1 heure et demie, dépendant des véhicules, le véhicule est rechargé. Donc, il n'y a pas d'enjeu de dire « je vais commencer ma recharge à 10 heures le soir parce qu'à minuit, 1 heure, la voiture va être complètement chargée ». Lorsqu'Hydro-Québec a fait face à une période de grand froid l'année passée, l'hiver d'avant aussi, ils ont dit est-ce que c'est possible de ne pas partir votre laveuse à l'heure de pointe entre 4 heures et 8 heures ou la recharge de vos voitures électriques? La plupart des voitures électriques aujourd'hui, tu as une application, tu ne fais que dire à ton application démarrons la recharge à 10 heures le soir. Donc, tout ça, s'il y a une chose qui est facile à déplacer comme temps de recharge, c'est justement les véhicules électriques. L'objectif du gouvernement est passé d'1 600 000 véhicules électriques en 2030 à 2 millions de véhicules en 2030. C'est quand même un bond qui est appréciable, qui est dû à l'intérêt des Québécois, des Canadiens mais dans ce cas-ci, des Québécois pour le véhicule électrique? Oui, et aussi à la réglementation fédérale, la norme zéro émission fédérale qui a été annoncée il y a quelques mois à peine, en fait, le 19 décembre 2023, parce que les constructeurs automobiles vont se retrouver à avoir droit à un crédit par vente de véhicules électriques de façon pan-canadienne, mais comme il y a une norme zéro émission au Québec et en Colombie-Britannique, ils vont aussi avoir droit à un autre crédit. Donc, un constructeur qui va vendre un véhicule électrique au Québec va avoir droit à 2 crédits versus un seul crédit en Ontario ou en Nouvelle-Écosse, par exemple. Ouais. Donc, il y a un double incitatif pour les constructeurs d'en vendre au Québec. C'est pour ça que le gouvernement du Québec a décidé d'être plus ambitieux pour le Québec. Les incitatifs fiscaux, d'ailleurs, sont plus intéressants au Québec et en Colombie-Britannique. C'est là où la part de véhicules neufs électriques est plus élevée. Non, parce que si on regarde au Nouveau-Brunswick, l'incitatif est plus élevé qu'en Colombie-Britannique. Et on est à combien, la part au Nouveau-Brunswick? Ils sont à peu près à 5 versus 26,4 en Colombie-Britannique. Parce que comme il n'y a pas de normes zéro émission là-bas, les constructeurs automobiles n'envoient que très peu de véhicules électriques dans les maritimes. Ouais. Donc, c'est là où il y a une réglementation plus un rabais où on retrouve plus de véhicules électriques. Alors, si on veut avoir que des véhicules neufs électriques qui sont vendus en 2035, ça nous prend quand même beaucoup plus de puissance électrique. En fait, est-ce qu'il n'y a quand même pas un défi en termes de puissance électrique et de fourniture électrique de la part des fournisseurs comme Hydro-Québec? Je vais vous donner un exemple. En Norvège, au printemps 2022, où j'étais, eux, ils en étaient à 25 de leur flotte de véhicules légers étaient déjà 100 électriques ou hybrides rechargeables, mais surtout électriques. Et ça représentait une augmentation de la demande d'électricité de 1,4 Donc, c'est beaucoup moins que ce qu'on pourrait penser. Hydro-Québec prévoit qu'avec 2 millions de véhicules électriques, la demande supplémentaire d'électricité va être de 4 à 5 Quand je dis qu'il va y avoir besoin d'une plus grande demande d'électricité, c'est vrai,
Mais, encore une fois, le secteur industriel, et c'est là le vrai dossier ou le vrai débat, c'est que l'augmentation de la demande industrielle, avec toutes sortes de projets qu'on voit poindre ici et là à travers le Québec, c'est là où ça va être un enjeu plus difficile, parce que là, ça va être beaucoup moins facile à gérer la pointe de demande. En terminant, pourquoi GM et Ford ralentissent la production, disant que la demande ralentit, ou en tout cas, la demande n'est pas aussi élevée qu'ils le pensaient sur le véhicule électrique? En fait, GM et Ford sont deux dossiers différents. C'est-à-dire que GM a des problèmes de production pour le moment, ce qui fait qu'ils ont pris beaucoup de retard. Donc, c'est un problème d'assemblage, un problème de fabrication de batteries. Chez Ford, leurs ventes augmentent, mais moins vite que ce à quoi ils s'attendaient. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de concurrence, entre autres de la part des Coréens, qui arrivent avec des véhicules qui sont à prix très compétitifs, qui sont très performants. Donc, les constructeurs automobiles qui sont habitués de fabriquer des voitures à essence et qui passent aux véhicules électriques, pas en fabriquant des voitures électriques, mais en convertissant des véhicules à essence comme le Ford F-150 Lightning, ils arrivent avec un produit qui, d'un point de vue prix et d'un point de vue performance, est moins compétitif que les véhicules qui sont fabriqués électriques dès le moment où il est conçu comme une Tesla, comme une Polestar et d'autres véhicules. Et les Chinois s'en viennent avec des véhicules extrêmement performants. Mais si vous regardez, le véhicule le plus vendu au monde en 2023 était une voiture 100% électrique, la Tesla Model Y. Oui, exactement. Merci beaucoup, Daniel Breton. Très intéressant. Merci bien. Ça me fait plaisir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.